Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous, comme chaque lundi. Stade 24, c'est votre émission qui revient sur l'actualité sportive qui aura marqué la semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux invités de marque. À ma droite, Monsieur Boualem Laroum, instructeur CAF et entraîneur, que j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'avoir comme entraîneur. Monsieur Boualem Laroum, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, salam alaikum et merci d'avoir été. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Avec cette introduction-là. Je vous en prie. À ma gauche, il n'est plus à présenter, bien sûr, Jalal Yahish, journaliste sportif, que j'ai eu comme collègue aussi. Bonsoir Jalal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Saïd Ahmed, bonsoir au coach. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Inch'Allah, on va passer une bonne émission pour débattre de l'actualité footballistique. Merci beaucoup Jalal Yahish. Donc au menu ce soir dans cette émission, retour sur la demi-finale aller de notre représentant à l'entente de Sétif en Ligue des Champions africaine. Dans la partie événements, bien sûr. Dans la rubrique des hauts et des bas, nous parlerons aussi de l'affaire du match Algérie-Cameroun qui ne cesse de faire parler. C'est un communiqué qui a été publié par la Fédération algérienne de football qui partage quelque peu les Algériens. Et bien sûr, pour finir, comme à l'accoutumée, dans la question du jour, nous reviendrons sur les démissions des membres du bureau fédéral et des conséquences qu'elles pourraient avoir. Sans plus tarder, jingle, l'événement. Eh oui, l'événement de ce week-end, c'était bien évidemment l'entente de Sétif qui se déplaçait au Caire pour y affronter un ogre africain, El Ahly. Résumé du match signé Nohed Belkhadem. L'entente de Sétif s'est rendue au Caire pour y affronter El Ahly en demi-finale allée de la Ligue des Champions d'Afrique. Djabou et ses coéquipiers étaient méconnaissables, ils se sont fait surprendre d'entrée de jeu par une équipe égyptienne déterminée à réaliser un bon résultat. Le but sera finalement annulé pour une position de hors-jeu, premier avertissement sans frais pour les Sétifiens. Les Égyptiens dominent ce début de match et ouvrent la marque à la demi-heure de jeu par Persito, homme du match, laissé libre de tout marquage par la défense sétifienne. Il se retrouve seul face à Khdaïria et met le ballon au fond des filets d'une très belle tête plongeante. C'est sur ce score d'1-0 que l'arbitre sifflera la fin de la première mi-temps. En seconde période, l'entente de Sétif en infériorité numérique suite à l'expulsion de Qaraoui à la 35e minute va subir les assauts égyptiens et c'est encore une fois Persito qui met l'Aribi dans le vent d'un joli contrôle orienté. Sa frappe est déviée par Belqaraoui sur Tahar qui se retrouve seul face au gardien et qui double la mise pour El Ahly après 54 minutes de jeu. Les Sétifiens sont au bord de la rupture et vont encaisser un troisième but 20 minutes plus tard suite à un joli mouvement collectif. Persito, encore lui, délivre un délice de passes décisives pour le nouvel entrant Sharif qui barre Dairia d'un joli piqué. Dans le temps additionnel, ce diable de Persito viendra clore le festival de buts en inscrivant un doublé et assurant définitivement une marge bien sécurisante pour son équipe, 4-0 pour El Ahly, un score lourd qui élimine pratiquement l'entente de Sétif avant le match retour prévu la semaine prochaine à Alger. Eh bien voilà, messieurs, une équipe de l'entente de Sétif méconnaissable lors de ce premier acte de cette demi-finale de Ligue des Champions. Monsieur Boualem Laroum, je me tourne vers vous. Que dire de cette demi-finale aller, si ce n'est la douche froide pour l'entente de Sétif? Je pense qu'au départ, tout le monde a cru. Moi, personnellement, je croyais que l'entente pouvait faire mieux par rapport au match précédent, que ce soit à Alger, au 5 juillet, ou bien à l'extérieur. Et surtout à l'extérieur. Contre l'Espérance de Tunis. En allant battre les Tunisiens chez eux. Donc avec ça, généralement, cette ambiance et si vous voulez, cette motivation aurait pu ramener un bon résultat du Caire. Malheureusement, si vous voulez, le premier but, c'était possible, mais pour la deuxième mi-temps, je pense qu'il y a quand même des circonstances à partir de la sortie de Qaraoui, c'est que les trois autres buts ont été... Je vais rester sur l'expulsion de Amer Qaraoui, M. Boualem Laroum. Vous êtes entraîneur, vous avez eu à gérer des situations pareilles.
On l'avait vu, même avec Emir Karawi, à 11 contre 11, les Sétifiens avaient du mal. Dans le jeu, ils étaient dépassés. C'est une équipe du Ahli qui joue en mouvement, qui a malmené cette équipe sétifienne. Et à la sortie de Emir Karawi, on s'attendait à ce que ça soit encore plus difficile pour l'Ahli. Vous ne pensez pas, à un moment, que Darkonovic, l'entraîneur sétifien, a failli en seconde période? Il aurait fallu peut-être jouer différemment, être regroupé, essayer de prendre le moins de buts possible en vue du match retour. C'est possible, mais dans ce cas, c'est un peu difficile dans la mesure où l'entraîneur ne connaît pas vraiment la valeur des joueurs, la valeur individuelle et la valeur de l'équipe. En général. Parce que vous avez dit, vous, en tant qu'entraîneur, on aurait trouvé une situation pour, si vous voulez, minimiser les dégâts. Ouais, comme on dit dans le jargon, mettre le bus et ne pas encaisser de but. En moins. Et peut-être à 10, peut-être avec un bon truc, un bon bloc défensif, une bonne organisation, on peut ramener le but. Parce que et jouer en contre-attaque. En contre-attaque, très bien. Parce que cette équipe qui joue très bien, le Ahli qui joue très bien, si vous voulez, et le malheur pour eux, c'est qu'avant ce match, le Ahli n'arrivait pas à marquer. Dernièrement, on était dans une émission chez vous, donc on a parlé des gens qui ont fait carême pour les buts. J'ai dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire l'Aïd avec nous. Et c'était le cas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et des fois, si vous voulez, cette équipe du Ahli, après le deuxième but, ils se sont vus, si vous voulez, libérés. C'est ça, tout ce qui était pour Sétif est devenu pour le Ahli. Et le Ahli a toujours été comme ça, à un certain moment. Le public n'a pas eu une grande influence sur Sétif, mais je pense que Sétif s'est très mal préparé pour ce match. Soit qu'ils sont restés trop derrière la victoire contre l'Espérance, oui. Ou bien que des problèmes, si vous voulez, de mauvaise préparation spécifique pour le match sur le plan mental. Je pense que ça doit être peut-être ça, ou bien ils étaient pressés d'attendre le match retour. C'est ce que je peux. À votre avis, ça s'est joué plus sur l'aspect psychologique du côté de l'entente de Sétif? Ça peut arriver à ça par rapport à, si vous voulez, à la physionomie du match. Voilà. D'accord. Quoique c'est Ahmed, pour rebondir sur ce qu'a dit le coach, je pense que aussi l'entraîneur du Ahli, l'entraîneur sud-africain, a bien analysé le jeu de l'entente de Sétif, surtout en défense. Parce que quand on voit les buts marqués, c'est des centres, c'est des balles en profondeur. Balles en profondeur, dans les couloirs. Dans les couloirs, on sent que l'équipe de Sétif a été bien étudiée par l'équipe du Ahli, qui a bien étudié les failles de cette équipe. Justement, il y a un joueur qui ressort, Jalal, lors de ce match, c'est Persito, le Sud-Africain. C'est l'entraîneur lui-même qui était derrière sa venue. Aujourd'hui, en tant que journaliste, il y a un aspect important, c'est la communication. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de Sarrar avant le départ pour le Caire, où il disait que c'était déjà un exploit pour l'entente de Sétif d'arriver à ce stade de la compétition. En arabe, il disait Mu'jiza. Exactement. Ouais. En arabe, pour traduire, il disait Mu'jiza. Non, mais pour lui, c'est déjà un exploit d'être arrivé là. Oui. Êtes-vous de ceux qui pensent que ce discours-là a un peu démotivé les joueurs de l'entente de Sétif, ou au contraire, c'était un peu pour les piquer dans le vif, peut-être une interprétation? Moi, je dirais, premièrement, je vais pas parler en premier lieu de la déclaration, mais je dirais que l'entente de Sétif, tout le monde sait qu'il y a des problèmes financiers dans cette équipe. Oui, ils ont bravé tous les problèmes financiers. Oui. C'est-à-dire que maintenant, la direction de l'entente, à leur tête, M. Sarrar, elle a failli dans le fait de payer les joueurs ou de donner leur dû aux joueurs. Oui. Ça, dans le football algérien, on sait que c'est un aspect qui important qui va déranger la préparation de l'équipe de une. De deux, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sidi Ahmed, qu'un coach ou un président, il doit être optimiste. Il doit aussi gagner la guerre psychologique avec des déclarations et non pas de casser l'équipe en disant c'est un exploit ou c'était inattendu parce qu'on est une petite équipe et le Ahli c'est un ogre africain. Je pense que l'entente l'a démontré par le passé. Si on revient en 2014, personne n'attendait l'entente avec Khaireddine Madoui. Surtout que l'entente Jalal Yaesh a déjà battu cette équipe de l'Ahli par le passé. En 88. En 88, en Coupe des Coupes. C'est une équipe qui a des traditions en Afrique. Et en 2015 en Super Coupe africaine, et le match s'est terminé à Tchakar, un but partout. L'entente a gagné la Super Coupe africaine au petit rebut face au Ahli. Je pense que l'équipe de Sétif dans ce match, faut le dire clairement, la sortie de Emir Karawi a vraiment faussé le match. Faussé le match ou déstabilisé l'équipe. C'est pour ça
que je dirais que avec la VAR, le football a changé. A changé quand on voit, il y avait une faute, l'arbitre en premier lieu a sorti carton jaune. Qaraoui, il est parti voir l'arbitre pour essayer de calmer les choses, mais la VAR l'a appelé et c'était un carton rouge mérité. Oui, je pense que jouer au stade de Salem au Caire, 10 contre 11 contre le Ahli, la baraka de Khdaïria n'a pas suffi. Il y a eu aussi ces deux actions sur le poteau juste avant le but. Oui. Mais aujourd'hui, Monsieur Boualem Larom, je me retourne vers vous. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, il y a un monde d'écart entre les deux équipes, en sachant que le Ahli, c'est une institution avant même d'être une équipe de football. C'est une équipe avec un budget de peut-être 167 millions d'euros. C'est 147 titres depuis la création de ce club. C'est 10 titres continentaux. Donc il y a aussi le poids de l'histoire, quelque part. Justement, le poids de l'histoire, ça c'est la vitrine. La vitrine, c'est une chose, et le match, c'est une autre. Oui. Vous avez été joueur. Oui. Même si on n'a pas notre argent, quand il s'agit du match, on oublie tout. C'est vrai. C'est le match qui nous intéresse. Et surtout de défendre les couleurs de... Très bien, le match que nous allons jouer. On est à 180 minutes d'une finale. Très bien. Donc maintenant, le fait de dire on est arrivé en demi-finale, Mu'jiza, où c'est le maximum, non, parce que maintenant, à partir des demi-finales, c'est le tout pour le tout. C'est money time, comme on est en anglais. C'est pour ça que parfois, c'est les petites équipes qui passent en finale et même arrivent à prendre la finale. Maintenant, si on prend par exemple l'entente de Sétif, les moments où ils ont pris la Coupe d'Afrique, on était en D2. La JSEB et on les a battus à El Biar 2-1. Ils ont été gagnés au Nigeria. Et ils ont gagné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même une défaite, c'est plus grand que l'argent. Parce que nous, on était à El Biar en D2, on les a battus avec un grand match. Et ils ont été. Ça veut dire qu'ils ont effacé. Et le joueur algérien, il se bat très bien. Ouais. Il est fort quand il se bat en faible. Et quand il est dos au mur, surtout. Il réagit bien. Très bien, surtout. Ouais. Maintenant, revenons à Qaraoui. Ouais. Je pense que Qaraoui, ces derniers temps, tout l'échiquier tactique repose sur lui. C'est vrai, c'est vrai. Que ce soit sur le plan défensif et offensif. C'est une pièce importante dans l'équipe. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan défensif. Le Sétif n'arrive pas à jouer encore le jeu moderne, que c'est les 8 qui sont concernés par là. Vous voyez maintenant qu'un seul joueur qui a manqué. C'est-à-dire qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ne travaillent pas sur la cohésion intraligne et interligne. Collective. Ça veut dire que si les 4, un manque ou il y a une défaillance, les 4 ne sont pas touchés par cette défaillance. Mais ça, pourquoi? Par quoi? C'est par l'entraînement. C'est par cette cohésion interligne. En intraligne, après en interligne, et ça devient une force. Et ça devient une force collective par la suite. Très bien, de tout un groupe. C'est un groupe. Ça veut dire maintenant quand il y a un retard, ou bien une absence, ou bien dans le jeu lui-même, un retard dans le positionnement, ça veut dire que cette équipe-là, et je pense que la force, Qaraoui qui n'est pas quand même... qui n'est plus à présenter. Et là, il force, si vous voulez, sur le plan tactique, très bien formé, très bien... Et il a de l'expérience avec une bonne volonté. Seulement, des fois, il a des trucs en plus qu'il fallait régler. Peut-être que parfois, il a une motivation, supplémentaire, disons exagérée. Ouais. En sachant que, coach, cette semaine, il y avait le match de Sétif à Médéa. Déjà, Qaraoui a été exclu à la mi-temps. Il a pris un carton rouge. Ça veut dire que mentalement, ce joueur a été atteint. Donc il fallait les régler. Ça, je reviens à ce que vous disiez, M. Boualem Larom, mais c'est important de le souligner. C'est la préparation psychologique des rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraîneur qui voit que son joueur, un match auparavant et en championnat, a été expulsé, il est sur les nerfs, peut-être qu'il y a des cas... des problèmes sociaux. Exactement, peut-être qu'il y a un cas caché derrière ces agissements-là. Ouais. Il aurait fallu chercher, parler aux joueurs, essayer de le contenir, dire que c'est un match de demi-finale de Champions League, il faut le préparer convenablement. Donc là est toute l'importance de la préparation psychologique. Oui, encore plus, Sidi Ahmed. Avant, quand on parlait de la préparation psychologique, c'est tout ce qui compte... Tout ce qui est général, tout ce qui est autour du match. Maintenant, on parle de la psychologie beaucoup plus sur le plan mental.
C'est cette préparation mentale. Et à ce moment-là, je vous rejoins pour dire qu'il fallait prendre ce joueur. C'est au cas par cas. C'est personnel. Et c'est ça, maintenant, c'est ça. C'est pourquoi on voit maintenant les grandes équipes, si vous voulez, des joueurs qui sont... Ça, c'est le mental. Pourquoi? Parce que le mental est individuel. Et psychologique et général et collectif. Voilà la différence. Du coup, aujourd'hui, le haut niveau a ses exigences et qu'il ne faut pas négliger. Je vous apprends rien, Sidi Ahmed. Je vous apprends rien. Tout à fait. Donc, restons sur ce match, bien sûr. Djalal Yaech, encore une fois, on l'a vu sur le jeu. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. J'ai vu le match. C'est une des équipes du Ahli qui joue le meilleur football actuellement sur le continent. On l'a vu, c'est des jeux, redoublement de passes, en mouvement, toujours chercher la profondeur. Est-ce que vous pensez que la différence se fait au niveau du championnat local? Tout à fait, tout à fait. Moi, je dirais que quand on voit le CRB aussi, qui a eu des difficultés, mais il domine le championnat, il n'a pas réussi à se qualifier. Je pense que le niveau du championnat influe sur le rendement des équipes algériennes. Parce que quand on voit le Wydad de Casablanca aller gagner 3-1 à l'extérieur en Angola, on se dit que le CRB avait une chance d'aller loin cette saison. Je pense que, premièrement, c'est le fait du championnat qui est peut-être pas au niveau des autres championnats africains. Et de deux, quand on voit aussi Sidi Ahmed, un joueur comme Aliou Dieng qui était au Mouloudia, pour aller en Europe, il est passé par le Ahli. Et rappelons qu'il a été acheté 1 million d'euros à l'époque par l'Ahli au Mouloudia. Et qui n'a cessé de progresser par la suite. Et maintenant, sa valeur marchande a doublé ou triplé. Elle est de 3 millions d'euros, je pense. Oui. Donc, je dirais plutôt que par ces facteurs comme ça, quand on voit la différence entre le championnat algérien, les clubs algériens et l'Ahli du Caire. Et aujourd'hui, M. Boualem Larom, je me tourne vers vous aussi pour parler un peu des championnats voisins. Quand on voit les 4 ou les 5 meilleures équipes du continent, on parle du Wydad, on parle de l'Espérance, on parle du Ahli, c'est un peu des équipes qui profitent, en parlant de la Tunisie, aujourd'hui l'Espérance profite de joueurs algériens qui sont, on va dire, nommés comme étant locaux et qui peuvent bénéficier de licences autant qu'ils veulent. Ces championnats-là profitent des joueurs algériens, mais le championnat algérien ne profite pas de joueurs étrangers. Très bien. Vous êtes allé dans un domaine... Droit au but. Droit au but. Et en plus, non, si vous voulez, c'est quelque chose... Quand on parle de la conception. Ouais. Par exemple, si on parle des Tunisiens, avant de prendre un Algérien, ils le suivent pendant au moins une année. Chaque fois, ils disent c'est une cellule de recrutement spécialisée. Pourquoi? Parce que eux, quand ils viennent prendre un Algérien pris d'Algérie pour aller en Tunisie, c'est pour qu'il soit dans un échiquier tactique, si vous voulez, qui convient. Ciblé, très bien. Spécifique. Chez nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On prend par exemple le CRB. Le CRB, chaque fois, il pense pour ramener cette Coupe d'Afrique, des clubs des champions et tout ce que... La Ligue des champions africaine. La Ligue des champions africaine. Mais en Algérie, on prend si vous voulez, ces objectifs... au jour le jour, comme une opération. Oui. On ramène des joueurs, il faut que ça soit... Et coach, les joueurs qu'on ramène en Algérie, c'est des joueurs qu'on voit sur des chaînes YouTube. Ce n'est pas des gens qui vont se déplacer dans les championnats africains ou pour visionner ce joueur. Il n'y a pas de cellule de recrutement. Mais avant, c'est des managers qui ramènent une cassette de vidéo. Mais avant ça, il faut que ça soit le projet du club. Bien sûr. C'est ça la différence. Quand on parle de projet, maintenant, les joueurs, parce que il est inadmissible. Quand on veut jouer, comme vous parlez du Ahli, le Ahli ne recrute pas 13 pour en renvoyer 14. Oui, tout à fait. Pour ça, je suis d'accord. Alors nous, c'est le cas. Des fois, on ramène 14 joueurs. À partir du troisième match, on attend tous le mercato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, revenons aux dirigeants, ces gens-là ne préparent pas leur équipe. Ils pensent qu'ils ont un objectif, un projet pour prendre cette Champions League et tout, mais ce n'est qu'une opération, parce qu'il faut la préparer. Je vous donne un petit exemple de la JSK, dans le temps si vous voulez, de Zivotko. Les meilleurs jours de la JSK. Mahidine Khalef. J'ai failli dire Abdelkarim, parce que Abdelkarim, c'est son frère qui est... D'accord, qu'on salue au passage. On le salue.
La JSK, la première année, on était éliminé le deuxième tour avec le Vita Club. On a gagné, si vous voulez, on était éliminé, si vous voulez, qualifié avec la Libye, le Benghazi, et on était éliminé avec le Vita Club. On menait 3-0 première mi-temps, on a fini 2-0, on a perdu. Mais la deuxième année, avec Zebotko, l'équipe est restée presque la même. Il y avait, si vous voulez, du renforcement. Si on revient, le président, c'est le même. Le staff technique, c'est le même. Le directeur administratif, c'est le même. Le garde matériel, Kop Allah Yarhamou, et Hanafi, tous ces gens-là, c'était là. Si vous voulez, ces gens-là, c'est à partir de là qu'on parle de la préparation psychologique. Ces gens-là savent que s'ils veulent aller dans cette équipe-là, au bas de l'Afrique, ils sont capables de gagner. Parce que c'est des gens qui sont tous, sur le plan psychologique, comme a dit Sidi Ahmed, tout le monde est avec le même état d'esprit. Maintenant, en Algérie, c'est ça le cas. C'est pas cette année, si vous voulez, par exemple, jouer la Champions League, il faut la préparer 2 ou 3 ans. Pourquoi? C'est le moyen terme. On parle de la planification, de l'entraînement sur le plan méthodologique. Il y a aussi la planification du recrutement. Je veux libérer Sidi Ahmed dans 2 ans. Je lui prépare un gars cette année. Un successeur. Un successeur, 2 ans, 3 ans. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui ont brillé, je pense. Dernièrement dans le championnat local. Très bien. Oui. Donc ces gens-là, il ne faut pas les attendre à ce qu'il faut les intégrer petit à petit pour qu'ils rentrent dans la philosophie du club et, si vous voulez, dans la conception de l'entraîneur et dans le projet. Il faut qu'il soit intégré des éléments du projet lui-même. Alors, messieurs, moi je vais vous poser une question autrement, c'est un débat ouvert. Il ne faut pas que ça soit difficile, hein. Sinon on va copier. Non, bien sûr. Je vais la poser autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que pour qu'un club algérien aille chercher cette Champions League africaine, on le voit avec le CRB, qui joue depuis 2 saisons, qui est stable, qui a une entreprise qui est gestionnaire et qui gère les affaires du club. Il y a aussi le Mouloudia d'Alger, qui a une entreprise qui revient ces derniers temps. L'USMA aussi. Donc, est-ce que pour vous, c'est une crise de dirigeants? C'est une crise de gestion plutôt qu'une crise de joueurs? Parce qu'on a souvent à dire que le joueur algérien est faible. La preuve, c'est insuffisant. On voit le CRB. C'est insuffisant. La société qui prend en charge, donc pour vous, c'est une crise de gestion? Une crise de gestion et de planification. Qu'est-ce qu'on, par exemple, si on prend le CRB maintenant, s'ils vont renvoyer tous les joueurs, ou bien essayer de renvoyer certains joueurs pour se renforcer, ou bien il vaut mieux avoir des joueurs, si vous voulez, avec ce mental de gagneur, avec beaucoup de, peut-être beaucoup. Monsieur Larom, je vais vous donner un exemple, le CRB. Par exemple, le CRB, mercato hivernal, ils cherchaient un attaquant, ils sont partis chercher Aribi qui ne jouait pas à Nîmes. Si on ramène un joueur au mercato hivernal, ça veut dire qu'il va qu'il soit compétitif. Compétitif et venir donner un plus. On voit que Aribi, par exemple, le match contre le Wydad de Casablanca, il a failli. Je ne vais pas incriminer le joueur, mais ça, on sentait qu'il y avait un manque de concentration ou un manque de compétition. Sans parler du joueur, c'est un exemple. Non, parfois on peut ramener un joueur qui ne joue pas dans son club, mais qui est, si vous voulez, qui a, si vous voulez, cette manie cette faculté de pouvoir donner un plus de buteur dans son club. Qui est décisif. Mais ça, c'est pas comme on voit, par exemple, Slimani, quand il est reparti, il est revenu pour marquer des buts. Des fois, c'est mais votre exemple peut être valable. Mais généralement, ça, ce n'est pas une cause parce qu'il ne jouait pas, mais parce qu'il ne jouait pas, mais il fallait, en le ramenant, est-ce qu'on est capable de l'utiliser dans ses forces? C'est un grand de taille. Le 20 août est petit, donc c'est pas lui, il faut le 5 juillet. Et pour ça, quand on ramène quelqu'un, est-ce que vraiment c'est l'avant-centre qui manquait? Est-ce qu'il convient très bien au projet de jeu du CRB? Parce que tout le monde pouvait marquer au CRB. Ils n'avaient pas un problème d'avant-centre. Ils avaient un problème sur le plan offensif de finition. Donc finition, comme l'arrière-droit pouvait finir, comme un avant-centre, comme un... Mais aussi Sidi Ahmed, il faut pas mentir par rapport au niveau du championnat algérien ou sinon du potentiel des clubs algériens. Quand on voit historiquement, la Champions League par exemple, Sétif, elle l'a gagné en 2014. Depuis, on ne l'a plus gagné. Il y avait l'USMA qui se sont qualifiés en 2015 en finale. Mais sinon, quand on revient en arrière, la dernière équipe, je crois, qui a gagné la Champions League, c'était JSK en 90. Ça veut dire que l'Algérie n'a pas
n'a pas cette tradition de perpétuer les compétitions. Mais en plus, on le voit de plus en plus, Jalal, les clubs algériens, mis à part le CRB sur les 2 dernières années, faudrait qu'ils apprennent à jouer cette compétition et à se qualifier régulièrement. Et c'est pour ça, possible. Et voilà, c'est pour ça quand je reviens au championnat, je me dis quand je vois le championnat que des voisins, par exemple la Tunisie ou par exemple l'Égypte, c'est toujours les mêmes clubs qui sont qualifiés en Champions League. Au Maroc aussi. Ben c'est ça. Au Maroc. Mais nous en Algérie, une saison c'est la Sawara, une saison c'est le Mouloudia, l'autre saison c'est le CSC. Il n'y a pas une régularité. C'est-à-dire que la hiérarchie n'est pas respectée. N'est pas respectée. Il n'y a pas le Big Four ou club locomotive qui puisse porter les autres. Comme le CRB par exemple, la saison dernière ils l'ont joué, ils étaient la quart de finale. Cette saison c'est les quarts de finale aussi. Peut-être la saison prochaine, Inch'Allah, ce sera les demi ou la finale. Mais il y a une certaine régularité de ce club. Mais les autres clubs, ils n'arrivent pas à enchaîner les saisons. Regardez, on va allez-y pour clôturer sur le dossier. Nos clubs n'ont pas de stratégie de gestion, ni technico-administratif, parce qu'ils n'ont pas. Si vous avez cité des clubs, ces clubs-là ont leur tradition. Ils sont arrivés avec cette tradition d'être toujours présents dans ces phases, si vous voulez, de groupe. Parce que, comme vous avez bien dit. Nous, ça fait 3 ans, 4 ans, c'était le CSC qui dominait. Et maintenant, si vous voulez, au début, s'il n'y avait pas un changement et tout, peut-être qu'elle jouait la relégation. Mais ça, c'est flagrant, si vous voulez. Maintenant, coach, quand on parle... En 2015, il y avait l'Alma qui était qualifiée en Champions League. Maintenant, l'Alma, elle est en deuxième division. Elle est en D2 et elle va rétrograder en D3. C'est pour ça que je vous dis, il y a absence de stratégie de gestion sur le plan technico-administratif ou bien purement technique. On est d'accord. Le problème est symptomatique et c'est la gestion des clubs qu'il va falloir revoir. On attendra, messieurs, de voir ce match retour. On reste, c'est du football, même si l'entente de Sétif a vraiment hypothéqué ses chances de qualification en finale. Ça reste du football. Est-ce que chance de qualification il y a ou pas? 4 buts, c'est difficile à remonter. Emel Karawi ne sera pas présent lors de ce match retour. Verdict samedi prochain au stade du 5 juillet. On sait qu'en football, tout est possible. On espère et on garde espoir pour notre représentant algérien de le voir en finale, Inch'Allah. Voilà qui termine cette première partie événement. On passe à Déo et Débat. Alors, bienvenue à vous, messieurs, encore une fois. Déo et Débat, cette fois-ci consacré à cette semaine où a été marquée par ce communiqué de la Fédération algérienne de football suite à la réclamation auprès de la commission des arbitres de la FIFA concernant ce match Algérie-Cameroun. La Fédération algérienne de football se voit peut-être incapable de, on va dire, se plaindre auprès du tribunal arbitral du TAS. Monsieur Jalal Yaich, je me tourne vers vous. Ce communiqué a partagé les Algériens. Il y en a qui ont vu une décision finale de la FIFA et que le dossier est clos. D'autres ont dit non, il reste de l'espoir. La FIFA n'a pas encore tranché. Quelle lecture faites-vous de ce communiqué et sur cette affaire? Je dirais que, premièrement, c'était un communiqué qui a été pondu vers minuit ou 1h30, 1h du matin. Déjà, pour moi, c'est l'horaire est vraiment mal placé, de une. De deux, on voyait que ce communiqué, c'était une partie d'une lettre ou bien d'une correspondance. C'était pas tout un communiqué, je pense. On a beaucoup parlé sur l'aspect communiqué. On a dit qu'il y avait peut-être sur la lettre envoyée, le mail envoyé par la FIFA. Qui avait 4 chapitres. 4 chapitres. Donc, la Fédération algérienne de football a jugé utile de mettre uniquement le chapitre qui concernait le retour à la vidéo sur vue. Mais le communiqué ne dit de pas. L'assistance. Mais le communiqué de la FAF ne dit pas que la réponse de la FIFA était négative ou positive. Le communiqué était vraiment, il y avait un point d'exclamation, d'interrogation. Mais il y a eu des gens ils ont fait une lecture, c'était positif, d'autres qui disaient que c'était négatif. Mais hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sebga, qui est sorti, qui est intervenu, qui a déclaré que la réponse de la FIFA était négative. Donc, il n'y aura pas Il a dit que la réponse de la FIFA était négative, M. Moalem Narom, mais dans le même temps, il dit que l'Algérie défendra ses droits pleinement et que cette élimination est due à des paramètres externes et interne. Donc,
Quelle lecture vous faites, M. Boualem Laroum, par rapport Généralement, moi, j'aime bien les techniques, la tactique. tout ce qui est terrain, tout ce qui est, Mais tout ce qui est juste, polémique. je peux intervenir juste pour dire, quand même, on est, si vous voulez, une fédération, c'est quelque chose. C'est parce que dans les grands pays, les grandes nations plutôt, la fédération, en termes de développement, elle est plus importante que le ministère. Oui. En termes de développement, parce que le ministère, il chapeaute, en termes de développement. Maintenant, nous, on n'est même pas arrivé à, si vous voulez, montrer aux gens, est-ce que c'est une partie de la lettre qui a été communiquée, ou bien un communiqué de la fédération elle-même. C'est pour ça que les gens y étaient. Il fallait cette lettre, que la fédération ait le courage Voilà. ou la volonté de faire un communiqué Digne de ce nom, pour tous les Algériens. Pour l'Algérien lui-même, pour l'Algérien. Pour informer les gens, est-ce que la réponse de la FIFA était négative C'est ça. ou positive? Ça, c'est le communiqué de la FIFA. Il ne faut pas donner une lettre, si vous, je m'excuse, arriver, prendre une partie et la balancer sans l'avis du président ou bien du responsable de la communication. Oui. Les gens maintenant... Au sein même de la fédération, il y a deux chargés de communication. Il y a un porte-parole de l'équipe nationale, qui est M. Salah Behaboud, et Mehdi Zantar, qui est responsable de la communication, et du marketing de la fédération. Mais c'est là leur travail. C'est là le véritable travail, c'est là. Si vous voulez... Mais pour moi, je dirais, si la réponse est négative, moi je pense que c'est un mal pour un bien. Comme ça, peut-être qu'on va faire notre deuil, on va passer à autre chose et préparer les prochaines rencontres. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Après, si la Fédération algérienne de football, comme l'a si bien dit le ministre, qu'il y a une possibilité de faire d'autres recours ou bien de continuer dans cette manière. S'il y a des gens dans le juridique, des gens qui ont vraiment un bagage par rapport un savoir-faire qui pourront plaider pour la cause de l'équipe nationale. On se prépare pour les autres matchs et tout en laissant ce dossier ouvert. Très bien, mais c'est ça l'importance du communiqué de la fédération. Voilà la lettre émanant de la FIFA et voilà l'ouverture qui reste où nous allons intervenir. Voilà. Mais il faut, avec des preuves sur le plan réglementaire, la FAF a le droit de faire un recours. Vous me tendez une perche. Allez, je vous laisse terminer. Parce que des fois, on trouve des gens qui parlent plus juste. Soit que vraiment, ils connaissent bien, par exemple, Yazid Wahib, tout ce qui sont... Qui ont une idée assez claire des amendements de la FIFA. Dans les habitudes et dans la vraie lecture ça veut dire que, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des lois. Ça veut dire, il y a où vous êtes, si vous voulez, si vous êtes jugé, c'est là, il n'y a pas de recours. Il y a certains où il y a l'ouverture de recours. Nous, maintenant, les Algériens, personne ne sait. Est-ce qu'on a encore la possibilité de faire un recours à un plus haut niveau? Vous me tendez la perche pour expliquer et éclairer un peu le public algérien. On le sait, la fédération aujourd'hui est incapable d'engager une autre procédure et aller se plaindre auprès du tribunal arbitral du sport. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, mais sauf si on peut le faire à une seule condition, ou peut-être il y en a deux. Si la Fédération algérienne de football possède des preuves concrètes en rapport avec la corruption ou la fraude avérée en ce qui concerne l'arbitre gambien Bakary Gassama, or, ce sont les deux seuls aspects pour que le TAS puisse se prononcer sur les statuts de la FIFA sont clairs. On l'a dit, on le redit. Donc, il n'y a pas moyen de dévier les statuts de la FIFA. Aujourd'hui, l'article 48 du Code disciplinaire précise que les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un appel devant le tribunal arbitral du sport, alors que, dans le cas de l'Algérie, c'est la commission d'arbitrage qui avait notifié le verdict à la FAF. Très bien. D'où le procédé, c'est une rejette technique. Ok, mais Sidi Ahmed, il faut préciser que la FAF a fait un recours au niveau de la commission de discipline et a demandé un éclaircissement de la part de la commission d'arbitrage. Sur ce qui s'est passé lors du match Algérie-Cameroun. Mais nous, notre plainte, elle était au niveau du CD, la commission de discipline de la FIFA, et non pas de la commission d'arbitrage. Après, donc, automatiquement, il n'y a pas une notification
de match joué ou rejoué. Techniquement, la commission de discipline nous a sanctionnés par rapport au jet de sièges. De projectiles, les sièges. Et la commission d'arbitrage a, on va le dire, a plébiscité ou a encouragé l'arbitrage, a cautionné l'arbitrage de Gassama. Oui, c'est là où... Moi, je vous rejoins. Seulement, même nous ici, c'est une occasion pour, si vous voulez, ne pas encore élargir, si vous voulez, les deux groupes qu'il y a en Algérie, ou bien encore les tremper. Nous n'avons pas d'éléments. Le seul qui peut vraiment parler, c'est la FAF. La FAF, bien sûr. C'est à eux de donner. Tu vois les articles pour dire que nous sommes, si vous voulez, lésés, ou bien ils nous ont pris notre droit, ou bien c'est, si vous voulez, à ce moment-là, nous, on risque encore de faire durer ce suspense. Est-ce que vous pensez que le fait d'aller aujourd'hui vers le TAS de Lausanne et d'avoir un autre recours possible, si toutefois il y a preuve avérée et justificative, le problème est là. Est-ce que vous avez le droit d'aller maintenant au TAS? Justement. Si nous donne ça, après on peut parler de là tout. Là est toute la question. Mais il faudrait avoir des preuves concrètes avérées de corruption. Sidi Ahmed, même si les preuves existent et tout maintenant, est-ce que nous avons le droit à un deuxième recours ou bien à un recours plus haut? Parce que des fois, dans la forme, si vous voulez, en parlant au passé ou bien au futur, vous risquez de perdre une audience. C'est comme ça. Mais vous savez que les affaires de corruption, c'est vraiment des choses qu'on peut demander ou intervenir à chaque moment. Oui. Quand il y a preuve de corruption, preuve de corruption, il y a. On est d'accord. Non, même avec ça, il faut ramener les articles qui parlent de ça, de cette possibilité, de ce droit. Mais là, je voudrais revenir sur la forme. Très bien. Sur la forme, beaucoup ont spéculé, on l'a vu, des vendeurs de rêves, si on peut appeler ça comme ça, à la recherche de buzz, de populisme, qui disaient détenir des preuves. Or que aujourd'hui, le dossier qui a été émis par la FAF, on le voit. C'est un dossier technique. C'est un dossier technique, purement technique sur la forme. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que de ce communiqué et de la réponse de la FIFA, c'est un dossier clos au niveau de la FIFA? Au niveau de la FIFA, le dossier est clos. Voilà. Même il y a des gens de la presse qui ont envoyé des mails à la FIFA. La FIFA a répondu. La réponse, elle est ferme. La FIFA a, on va dire... Du coup, l'interprétation que vous avez, c'est que le message est clair. Est clair, que le match ne va pas être rejoué. Le dossier est clos, le match ne sera pas rejoué. Pour eux, il n'y avait pas de problème entre la VAR et l'arbitrage. Il n'y avait pas d'erreur d'arbitrage. Et l'affaire, elle est clos. Donc, je dirais que maintenant, comme vous disiez, les gens qui ont des preuves de corruption, qu'ils le donnent à la FAF. Qu'elles apportent ces preuves. Exactement. Parce qu'on le sait tous, le football africain, il y a beaucoup de coulisses, il y a un jeu de coulisses. L'arbitre, si une fédération, un club ne se rapproche pas de cet arbitre, l'autre club le fera. Pourrait le faire. Donc, je pense que même ici en Algérie, il y a des gens qui connaissent bien Bakary Gassama, qui savent comment cet arbitre fait généralement. Donc les preuves sont là. Hein. Je pense qu'il y a des gens... C'est insuffisant. Ouais. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça tant que... C'est parce que, si vous voulez, le premier responsable, c'est la FAF. Oui. Si vous voulez, le premier et le seul responsable. Le seul responsable. C'est la Fédération on est derrière. Ouais. Si vous voulez, le citoyen est derrière. Le public est derrière. Oui. C'est ça le plan. Moi, j'aurais aimé, par exemple, avec tous les moyens que nous avons, avec toutes ces chaînes que nous avons, je m'excuse, comment qu'on n'a pas pu essayer de voir le premier but techniquement, tactiquement et sur le plan arbitrage, qu'est-ce qu'il y a eu? On peut décortiquer avec les moyens pour arriver à quel moment il y a eu la faute de Mendy et à quel moment il y a eu si vous voulez, sur Mendy. Sur le but, c'est la même chose. On a laissé des choses palpables qui peuvent concrètes, qui peuvent nous vraiment régler un problème, nous aider. Oui. Si ces problèmes-là
sur le plan mais technique. Monsieur Laroum, vous savez très bien, vous savez très bien que la FIFA, cet arbitre fait partie de la CAF et de la FIFA. La FIFA ne va jamais dire que cet arbitre a fauté. Ils vont défendre. D'ailleurs, l'ancien arbitre Colina s'était prononcé et avait parlé en faveur de Gassama. Oui, et vous savez que juste après le match, il y a eu une réunion, il y a eu le tirage au sort au Qatar. Il y a eu un membre du bureau fédéral, l'ex-membre Oukali, qui est parti voir Colina avec qui s'était entretenu avec Colina. Colina a conforté son arbitre par rapport au match. Il leur a dit explicitement qu'il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. C'est ça. Oui. Avec ça, si vous voulez, le citoyen serait au moins rassuré. On passerait à autre chose. Il peut prendre, si vous voulez, une position. Oui. Soit on est, comment dirais-je, lésé, ou bien on attend. Et si par exemple, si on est lésé, on n'arrive pas à avoir notre droit, ça veut dire que c'est notre fédération qui est faible. Oui. C'est dans ce sens. Okay. Mais quand on laisse tout ça, c'est vraiment grave. Pourquoi? Parce que on est. Mais le malheur, c'est d'Ahmed, c'est que cette confédération africaine de football ou la FIFA, elle cautionne des agissements, des choses qui se font en coulisses. Oui. Moi, je pense, je le dis, je sais que la FIFA et la CAF savent très très bien ce qui se passe, les agissements de cet arbitre ou d'autres collègues à lui. Parce que cet arbitre, les saisons dernières, a fait un travail de coulisses. Mais regardez, tout ce que vous dites. Tant qu'il n'y a pas de preuves. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de, comment on dit des preuves palpables. Des preuves palpables. D'éléments. Ouais. C'est des éléments de réponse. Matériels. Des éléments clés. C'est ça. Mais maintenant, parce que même les gens qui ont dit que notre dossier est lourd, ils se sont basés sur ça parce qu'il a l'habitude que. Non, peut-être que cette. Et c'est ça le véritable. Parce que les gens ont fait croire au peuple que nous allons au Qatar. Nous allons nous qualifier. Si vous voulez, tout le monde. C'est parce qu'à un certain moment, si vous arrivez un jour, les jours passés, à dire à quelqu'un qu'on ne peut pas aller au Qatar, il va vous prendre comme un non-nationaliste. Oui. C'est ça le plus important. Mais nous, si vous voulez, que ce soit la FAF ou bien même à notre niveau là, on essaye d'éclaircir les choses. D'éclaircir ou de ramener, au moins d'aider le public. D'aider le public à avoir une idée plus ou moins logique. C'est pour ça que, coach, je vous ai dit en introduction de ce sujet que maintenant, le mal est fait. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, préparer les matchs. Et nous avons des échéances importantes à venir. En juin contre l'Ouganda. On joue face à l'Ouganda au stade de. Et le dossier de la FIFA, on le laisse de côté. Il y a des gens spécialisés. Pour les responsables chargés de ce dossier-là et qui sont compétents à même de mener à bien cette mission. Exactement. Même pour le sélectionneur national, pour l'équipe nationale, il ne faut plus. Et il faut travailler aussi dans la sérénité. Exactement. Maintenant, pour Jamel Belmadi, il suffit de travailler dans la sérénité. Malheureusement, messieurs, ce match aura eu beaucoup de conséquences. Ce Algérie-Cameroun aura eu beaucoup de conséquences sur la fédération et aussi sur le bureau fédéral. On arrive à la dernière partie de l'émission, mesdames et messieurs, la question du jour. Question du jour. Alors, dernière partie de l'émission, la question du jour. La question du jour concerne aujourd'hui la démission de M. Guesmé et Omamar du bureau fédéral. Donc, première question, quelles seront les conséquences de cette démission? Jalal, Monsieur Laroum. On laisse comment on dit? Moi, je dirais, vous donne la parole. Honnêtement, moi, quand je vois 2 membres du bureau fédéral démissionner, moi, je pense que les carottes sont cuites. Quand on fait un calcul rapide, et surtout par rapport aux lois du sport, le quorum n'est plus atteint. Déjà, on a vu que il y a les 2 membres. Bon, il y a comme il s'appelle, Behloul, qui a démissionné. Bon, il était suspendu. Behloul et Aissaoui. Par la suite, Behloul a choisi de revenir à la Ligue de Annaba. Mais après, on a eu Oukali et Tawil et Ben Hamza qui ont choisi de revenir eux aussi à leur ligue. Maintenant, on a 2 membres du bureau fédéral qui démissionnent. Je pense que le quorum n'est plus atteint et cette fédération ou ce bureau fédéral doit être annulé. On va dire que c'est ce que prévoit la loi 1305. À moins de 5 membres seulement de constituer ce bureau fédéral, le bureau fédéral il va vers la dissolution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que déjà, on parle de M. Sharaf Dinamara qui pourrait toujours gérer les affaires du football national. Mais au-delà de ça, est-ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports
pourrait s'immiscer et dissoudre automatiquement ce bureau fédéral? Ou est-ce que M. Sharaf Ben Amara va suivre sa feuille de route tracée le 30 mars dernier, je pense, oui, le 30 mars dernier, pour aller officiellement vers une assemblée générale ordinaire, élective et extraordinaire. Extraordinaire, ensuite élective. Extraordinaire, ensuite élective. Moi, je pense que, premièrement, le MGS n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires de la fédération. Maintenant, la fédération a des statuts, a des lois. C'est à elle-même de décider de... D'ailleurs, ces statuts doivent être amendés prochainement. Prochainement. Et ensuite, par rapport à l'Assemblée extraordinaire qui aura lieu, je crois, en juillet. En juillet, le 7 juillet. 7 juillet, il y aura des nouveaux statuts. La fonction du bureau composante du bureau fédéral va changer. On ira vers une même composante que la Ligue. Il y aura des représentants des entraîneurs, des joueurs. Il n'y aura pas de membres élus par le bureau, par l'Assemblée générale. Des membres qui composeront Mais le bureau fédéral. moi, je dirais, Sidi Ahmed, je veux dire que après, comme vous avez parlé du match Algérie-Cameroun, je pense de là qu'a commencé la cassure. Oui. Déjà, bon. Bien avant, il y a eu Behloul qui était mis à la touche avec certains membres du bureau fédéral et M. Amara Sharafdine gérait les affaires courantes avec certains membres du bureau fédéral. Ensuite, on sait tous qu'il a démissionné, puis il s'est rétracté, il est revenu à son poste. Par la suite, on a vu qu'il a suspendu 2 membres. Ces 2 membres ont d'autres membres avec eux, des gens qui étaient vraiment qui étaient OK pour Behloul et aussi Mouldia Issaoui, et surtout qui disaient que c'était maintenant M. Maouch qui était président par intérim et non plus M. Amara. Je pense que dernièrement, la démission des 3 membres que j'ai cités, Touil, Oukali et Ben Hamza, a changé la donne. A donné un appui aux autres membres qui ont commencé à démissionner. Mais il y a aussi Jalal et M. Balemlarom, il y a aussi cet aspect de double fonction. Oui. C'est-à-dire que certains membres du bureau fédéral sont prêts à revenir vers les ligues de wilaya et les ligues régionales. Donc, qu'est-ce que cette démission de Guesmé et Oumamar va justement induire par la suite? Et on le sait, M. Amara Sharafdine peut faire appel à des suppléants. Sauf si les suppléants n'ont pas une double fonction. Exactement. C'est pour ça que... Le problème est là. Tout à fait. C'est pour ça que je prends cet exemple. Ouais. Donc, il y a toujours ce problème et je rappelle, Sidi Ahmed, excusez-moi, qu'il y avait un membre qui a démissionné. C'était M. Routi. Routi, oui. Qui a démissionné du bureau fédéral. Juste après le vote comment on appelle ça, le décret ministériel. M. Routi a choisi de revenir à Oumel-Bouri. Donc, est-ce qu'ils auront le droit de choisir des suppléants de 1 et de 2? Moi, je pense que ces membres et ce président devaient, dès l'élimination de l'équipe nationale, démissionner et laisser le flambeau à d'autres personnes qui pourront, on va dire, gérer les affaires courantes ou vraiment donner un souffle nouveau au football algérien. Parce que ce qu'on voit dernièrement, ça éclaircit, ça ternit un peu l'image du football algérien. De la Fédération algérienne de football. Donc, pensez que M. Sharafdine Amara sera obligé de suivre sa feuille de route tracée le 30 mars dernier et aller vers l'Assemblée générale. Écoutez, M. Amara, au départ, a démissionné, puis est revenu et a dit que je démissionnerai le jour de l'Assemblée générale élective. Et ensuite, en marge du tournoi de la presse de football au mois de Ramadan, on lui a posé la question si l'Assemblée générale allait lui donner reconforter pour continuer dans sa mission. Il a dit c'est l'Assemblée générale qui décidera. Donc il a laissé une porte entrouverte pour continuer sa mission. Pour pouvoir briguer pas briguer un nouveau mandat, mais continuer son mandat. Est-ce que vous pensez qu'il voudrait rester à la tête de l'équipe nationale après ce qui vient de se passer? Mais écoutez, quand je vois qu'il a été placé dans une commission de la CAF, qu'il a décidé que le bureau fédéral et le président ont décidé... Rappelons qu'il a été placé à la commission de la CAF en tant que membre de la trésorerie. Oui. Et Ben Hamza, membre de la commission juridique. De gouvernance. Gouvernance juridique. Je dirais que Amara aussi a tracé les grandes lignes de la saison prochaine.
Les clubs, le nombre de clubs qui vont jouer, le fait qu'il y aura des équipes féminines dans les clubs de championnat. Le nouveau schéma du prochain championnat. Championnat, oui. 16 clubs en première division et 2 fois 16 en deuxième. Je pense qu'un président partant ou sortant ne donnerait jamais son idée ou les grandes lignes de la nouvelle saison. Je pense moi, intérieurement, qu'il a l'intention de rester à la tête de la fédération. On espère, M. Boualem Laroum, que tous ces problèmes-là au sein de la fédération n'influent pas négativement sur la préparation de notre équipe nationale. Ça influe, on est à côté, avec tout ce qu'il vient de dire. Vous pensez que ça pourrait influer sur... Même s'il a si bien exposé, moi je voudrais, est-ce que on n'a pas assez, si vous voulez, marché sur les lois ou les règlements de la FAF? Parce que c'est eux qui ont mis ces règlements, ces lois, et c'est eux qui sont en train de les bafouer. Le décret de double fonction, il existe depuis. Oui, maintenant avec cette démission, un peu plus d'une année. Avec cette démission et la nomination d'un responsable, après le retour, tout ça, c'est quoi sur le plan réglementaire? Il y a des règles, il y a des règles, il y a des d'éthique, il y a tout ça. Si vous voulez, parce que maintenant, si on revient à cette fédération, j'ai pas l'habitude de parler, mais vous m'avez bien échauffé pour. Il nous reste une minute. Oh, malade. D'accord. Vous avez une minute. Si vous voulez, parce que cette fédération, je pense que nous, les Algériens, on ne sait pas travailler en collectif ou bien en staff. Parce que généralement, cette fédération, si on la voit comme ça, malgré les individualités, Issaoui, Abdouche, Docteur, Omar, avec toutes ces individualités. Mais quand on revient au départ, il y a eu un faux départ. Pourquoi? Parce que généralement, c'était des équipes indépendantes. Ils ont essayé, ficelé dès le départ. Très bien. Ils ont essayé de faire une équipe. Mais l'Algérien, c'est une question de culture. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de la culture du travail en équipe. En équipe et en staff. D'accord, maintenant si par exemple vous êtes là, vous êtes le chef, on vous suit, on accepte. Si on accepte au départ, c'est bon. C'est pour ça que maintenant, c'est pas facile. L'Algérien n'aime pas son chef. Et ça, vous avez dit qu'avec l'équipe nationale. Non, ça veut dire que cette chose-là existait depuis bien longtemps. Oui. La fédération était cachée par les résultats de la. C'est l'arbre qui cachait la forêt. Et malheureusement, le résultat, il est là. Mais c'est malheureux d'avoir raté, si vous voulez, avec ces individualités, comme les joueurs, des compétences, et nous avons raté une fédération. Merci beaucoup, M. Laroum. On arrive à la fin de cette émission. On espère que les résultats vont revenir au sein de notre équipe nationale très bientôt. On se retrouve dès le mois de juin pour les éliminatoires de la CAN 2023. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et de nous avoir été fidèles. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Excellente suite des programmes sur AL24 News.